Bonjour à tous. En 2018, nous étions revenus sur les débuts de Peter Jackson, de Bad Taste à Forgotten Silver. En ce jour d'Halloween, continuons un peu le voyage en évoquant son film suivant, c'est-à-dire Fantôme contre Fantôme ou The Frighteners. Les origines de Fantôme contre Fantôme se trouvent en 1992 lorsque Bwendet sort dans les salles néo-zélandaises. À cette époque, Fran Walsh et Peter Jackson travaillent déjà sur Créatures Célestes et ils ont alors l'idée d'un médium qui utilise ses pouvoirs pour arnaquer les gens. Ils écrivent alors un premier traitement qui est ensuite envoyé à leur agent américain. En effet, depuis le début des années 90, Peter Jackson a tapé dans l'œil d'Hollywood et il travaille sur divers projets qui finalement ont tous avorté, que ce soit une version de Freddy 6 ou un reboot de La Planète des Singes version Renaissance. Le scénario plaît particulièrement à Robert Zemeckis qui envisage d'en faire un épisode des Contes de la Crypte, une série anthologique qu'il produit depuis 1987, avant de proposer à Jackson d'en faire un véritable long métrage de cinéma. Toutefois, il faut attendre que Créatures Célestes et Forgotten Silver soient terminés pour que Peter Jackson se lance définitivement dans Fantôme contre Fantôme, qui deviendra ainsi son premier film américain, et ce, malgré quelques particularités. Peter Jackson réussit dans un premier temps à négocier un tournage à Wellington, ce qui lui permet d'être proche des siens mais également des équipes de chez Weta, et ainsi permettre à Universal de gagner de l'argent, puisqu'un tournage en Nouvelle-Zélande coûte évidemment moins cher qu'un tournage aux États-Unis. L'autre défi de Peter Jackson est d'imposer Weta Digital comme principale source de SFX sur le projet. Weta Digital est assez balbutiement, ayant surtout travaillé sur Créatures Célestes et sur les séries Hercule et Xena la guerrière. Le studio doit donc encore faire ses preuves et Peter Jackson décide de réaliser une scène à effets spéciaux de test pour convaincre Universal et Robert Zemeckis des bienfaits de Weta Digital. La scène en question n'est autre que l'arrivée des fantômes dans la maison de Frank Bannister, incarné par Michael J. Fox. La scène est tournée en 3 fois et ce procédé sera répété à chaque scène du même type. Dans un premier temps, les acteurs dits vivants jouent dans un décor réel. Dans un second temps, le décor est filmé seul. Et dans un troisième temps, les acteurs jouant les fantômes tournent devant un fond bleu. Ensuite, on rassemble les 3 plans, ce qui permet ainsi de montrer que Michael J. Fox interagit avec Charlie McBride. La scène ayant été concluante, Universal donne son feu vert et c'est ainsi que 35 Silicon Graphics se sont rajoutés dans les locaux de Weta Digital et que des internationaux comme Wes Takahashi de chez ILM se sont rajoutés à l'affaire. À la difficulté de tourner certaines scènes jusqu'à 3 fois, Universal se rajoute à la fête en changeant la date de sortie à la dernière minute, passant ainsi d'Halloween à début juillet 1996, ce qui a drastiquement diminué le temps de production. Ce qui n'empêche absolument pas Fantôme contre Fantôme d'avoir des effets spéciaux particulièrement réussis. Les interactions entre les vivants et les fantômes fonctionnent très bien, au point de faire penser à une sorte de Roger Rabbit avec des fantômes à la place des toons. Le Reaper, qui devait être initialement soit un type sous un costume, soit une animatronique, a finalement été réalisé entièrement en CGI, et le résultat est encore très bluffant, parvenant à terrifier le spectateur. Le tournage n'a pas non plus été de tout repos, puisque plusieurs membres de l'équipe ont eu des soucis durant la production du film. Ainsi, Alan Bollinger, le chef opérateur, a eu un accident et a donc dû être remplacé par John Blick. Sauf que la logique aurait voulu que John Blick parte une fois que Bollinger soit rétabli. Eh bien non, puisque Jackson a décidé de faire collaborer les deux chefs opérateurs pour un résultat très satisfaisant. Michael J. Fox n'est pas en reste, l'acteur s'étant tordu le pied lors du tournage de l'accident de voiture et le pied avait tellement enflé qu'ils ont dû arrêter le tournage durant une semaine. Un mal pour un bien qui a permis à Peter Jackson et Fran Walsh de peaufiner le script et d'anticiper le montage. Sorti durant des Jeux Olympiques d'Atlanta endeuillé par un attentat à la bombe, Fantôme contre Fantôme ne pouvait pas tomber plus mal et la MPAA ne va pas l'aider dans l'histoire. En effet, le film était conçu comme un PG-13 et Peter Jackson s'est d'ailleurs bien calmé sur les saillies gore. Pourtant, le film était encore considéré comme trop intense par la MPAA et il a écopé d'un classement restricted. Il semblerait, selon Peter Jackson, qu'il y avait un peu trop de tirs dans des portes. Après ça, Peter Jackson n'a pas pu faire grand chose pour modifier son film, le film étant terminé depuis un moment et des reshoots tardifs ne pouvant pas avoir lieu. Si bien que le seul truc qu'il a véritablement modifié est la mort d'un personnage qui devait initialement avoir un coup dans la poitrine et finalement se fait exploser la tête. De même, Universal ne savait pas trop comment vendre le film suite à l'annonce du classement, le film n'étant pas totalement horrifique pour être considéré comme un film d'horreur total et pas assez comique pour être considéré comme une comédie horrifique. Fantôme contre Fantôme se prend donc un beau bid avec 29 millions de dollars de recettes totales pour un budget de 30 millions. Évidemment, Fantôme contre Fantôme a gagné en réputation par la suite, notamment dû au fait que, contrairement aux précédents films de Peter Jackson, on peut facilement le trouver en édition DVD. Néanmoins, cela reste un film moins connu que les films suivants de Peter Jackson, y compris Lovely Bones. Fantôme contre Fantôme est un film un peu particulier puisqu'il commence au premier abord comme une pure comédie horrifique et pourtant il va aller crescendo vers la violence au point que l'aspect comique n'a plus lieu d'être à la fin du film.
Peter Jackson réussit même un véritable tour de force en évoquant tout ce qu'il faut savoir sur le coin dans les premières minutes. Dans un premier temps, plusieurs personnes sont mortes de crise cardiaque ces derniers temps, des tueurs ont sévi dans le coin il y a quelques années, et Frank Bannister, le héros du film, est considéré comme un médium raté et comme le véritable tueur de sa femme. Le personnage de Trini Alvarado se révèle particulièrement intéressant car il fait lien avec la plupart des personnages clés du film. Ainsi, elle est en contact avec Patricia, qui est une des tueuses du fait divers, elle est la seule à croire en Frank Bannister, et par la même occasion, elle est la veuve d'une des victimes du film. Michael J. Fox hérite d'un rôle particulièrement complexe puisqu'il joue un personnage absolument désabusé et qui ne croit plus en rien depuis la mort de sa femme, et qui va progressivement reprendre confiance en lui en exploitant pleinement ses dons de médium. Jeffrey Combs s'est bien amusé sur le tournage, Peter Jackson lui ayant donné carte blanche pour définir son look. Si bien qu'on se retrouve avec un personnage absolument déjanté, d'ex-infiltré de tous les milieux possibles et envisageables, avec des marques absolument monstrueuses sur le torse. Quant à Jake Busey, il n'a jamais eu un sourire aussi ravageur et dit voilà, c'est dans un parfait contre-emploi n'ayant plus rien à voir avec la mère d'Elliot. Outre des interprétations endiablées, Fantôme contre Fantôme livre également une vision intéressante de la mythologie des fantômes. Ainsi, ils attirent les mouches, ils sont vus par des gens ayant une expérience traumatisante, et surtout attendent plusieurs mois avant de pouvoir atteindre à nouveau le tunnel. Si la vision du paradis est très idéalisée, en revanche celle de l'enfer se révèle particulièrement épouvantable. D'ailleurs, Fran Welch n'était pas du tout fan de cette version, mais Jackson a tenu à la montrer. The Frighteners est donc un film particulièrement réjouissant, terrifiant et rigolo quand il doit l'être. Pour les fans hardcore, il existe un director's cut qui s'apparente surtout à une version longue. Une version qui explicite certains éléments comme la relation entre les deux tueurs et rajoute quelques gags supplémentaires. En sachant qu'il existe des scènes coupées qui n'ont pas été intégrées aux deux montages. Ainsi, John Astin avait des scènes supplémentaires après le passage du musée, confirmant qu'il n'était pas définitivement mort, et il y avait également des scènes avec un chérubin gardien du cimetière. Mais qu'est-il arrivé à Peter Jackson suite au four du film ? Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses avant que Peter Jackson ne fasse le premier tour de manivelle du Seigneur des Anneaux. Suite à la distribution de Créatures Célestes par Miramax, Peter Jackson avait un contrat avec les Weinstein stipulant qu'il devait réaliser des films pour eux en priorité. Si Harvey Weinstein prête dans un premier temps Peter Jackson à Universal pour qu'il fasse Fantôme contre Fantôme, il veut à tout prix avoir la main mise sur les futurs projets du réalisateur. Cela tombe bien puisque Peter Jackson désire adapter l'univers de Tolkien au cinéma, tout d'abord avec Bilbo le Hobbit, puis avec Le Seigneur des Anneaux. Sauf que les droits de Bilbo le Hobbit sont difficiles à obtenir et il se focalise finalement sur le seul Seigneur des Anneaux. Mais les Weinstein ne parviennent pas à obtenir les droits de la trilogie avant 1997, et Peter Jackson se demande s'il ne doit pas accepter la proposition d'Universal, à savoir réaliser un remake de King Kong. Le réalisateur propose alors aux Weinstein de s'associer à Universal pour produire le film, et même s'ils acceptent à contre-cœur, ils finiront avec une contrepartie en or. Un scénario qui traîne depuis des années à Universal et qu'ils ne parviennent pas à concrétiser, Shakespeare in Love. Soit un film qui rapportera un max de pognon et de récompenses aux deux frangins. Une fois le deal fait, Peter Jackson et Fran Welch se lancent définitivement dans l'écriture de King Kong. Le film doit débuter sur une bataille aérienne durant la Première Guerre mondiale avec Jack non plus en scénariste mais en pilote d'avion. Anne Darroze n'est plus une actrice mais la fille d'un archéologue anglais voyageant dans les îles du Sumatra. Kong doit côtoyer des araignées géantes et des dinosaures. Et tout le monde semble prêt à faire mieux que le film de 1976. Et puis Universal arrête les frais. Alors qu'ils avaient l'un des projets les plus importants de la fin des années 90 entre les mains, Universal a préféré s'écraser devant les remakes de Godzilla et Mon ami Joe. Selon eux, il y avait trop de films de monstres géants sur le marché à cette époque-là. Si ce ne sera que partie remise pour Peter Jackson avec l'excellent remake de 2005, il se trouve que la première version de son scénario a bien circulé dans les locaux d'Universal, au point que la momie de Stephen Sommers s'en inspire pas mal. Peter Jackson se lance donc définitivement dans l'adaptation du Seigneur des Anneaux une fois que les Weinstein ont acheté les droits des romans. Sauf qu'il y a encore une fois un mais, et ce mais n'est autre que Disney qui a racheté Miramax en 1994. En effet, Michael Eisner ne veut absolument pas entendre parler du Seigneur des Anneaux, d'autant plus qu'il cherche à réduire les coûts de la plupart des productions Disney de l'époque. Les Weinstein voient rouge, Peter Jackson tout autant, et il faudra bien attendre Bob Shade de chez New Line pour éteindre l'incendie. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà pour ce troisième épisode d'Il était une fois Peter Jackson, j'espère que cela vous plaira, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube, à la partager, et sur ce je vous dis à la prochaine.